Flamengo. Au départ, dans mes études, où j'ai tout appris, je pense, à l'école Boulle, qui était une école de professionnels pour des futurs professionnels, avec un enseignement près des réalités, dans différents métiers, un peu autour du meuble, mais pas uniquement, puisqu'on peut être graveur sur acier ou autre, et où on avait vraiment une expérience de terrain formidable. J'ai fait après l'École nationale supérieure des arts décoratifs et tout ça. J'ai un diplôme de sculpture sur bois. J'ai eu un diplôme d'architecte d'intérieur. J'ai commencé à construire avant la loi sur l'architecture parce que dans ma région, il n'y avait pratiquement pas d'architecture intérieure à faire. J'ai été reconnu architecte après bien des déboires, mais j'ai donc exercé 21 ans. En architecture, je me suis rendu compte très vite du problème des matériaux d'isolation notamment. Donc je trouve aberrant dans le bâtiment d'avoir un mur en parpaing, à l'intérieur on met un isolant, laine de verre, polystyrène ou tout ce qu'on veut, un placo-plâtre, et de l'autre côté on fait un enduit où on met une brique de parement. Donc je veux dire qu'on a 5 intervenants, 5 produits différents pour un seul résultat. Il faut quand même penser que le deuxième ou le troisième pollueur au monde, c'est quand même les cimentiers. Donc moi je leur en veux pas, leur produit est extraordinaire, on arrivait à faire des choses extraordinaires avec le ciment. Mais si on veut lutter contre le CO2, si on veut éviter le fameux réchauffement de la planète, il va bien falloir un jour trouver une autre solution. Donc je me suis orienté vers cette recherche parce que je pense que c'est un sujet actuel et un sujet d'avenir. Alors dans les recherches actuelles faites essentiellement par les cimentiers, on essaye de verdir le ciment, c'est-à-dire d'y rajouter des composants, des argiles, des laitiers ou d'autres produits pour lui donner un aspect plus vert. Parce que de toute manière, on ne pourra jamais se passer de la calcination puisque ça fait partie intégrante du processus de fabrication. Donc on va améliorer, on va faire des chauffages à des températures un peu inférieures, on va faire des adjonctions de produits, des argiles, des différentes choses. On va faire des tas de biais pour améliorer, mais on ne pourra pas dépasser une certaine limite qui est déjà pratiquement atteinte. Donc il y a un moment donné où dans l'évolution des techniques, il y a un moment donné, il faut faire une rupture. Je pense que le procédé Minalite que l'on a mis au point travaille un peu comme la nature, mais en accéléré. Puisque pour faire une pierre comme un silex, il faut à peu près 100 000 ans, et que là, on va faire un peu l'équivalent, si on peut dire, mais en quelques heures. Alors, ton procédé, c'est quoi en termes simples? Comment tu arrives à imiter la nature en accéléré? On prend n'importe quelle roche naturelle, et on la broie ou on la ramasse déjà broyée, naturellement. Ça existe aussi bien du granit qu'autre chose, on peut le trouver en poudre naturelle, ce qu'on appelle une arène granitique par exemple. Donc cette pierre en poudre, parce que je travaille beaucoup de fines puisque je travaille des liquides, on va coller les grains avec l'équivalent d'un verre à froid, plutôt qu'une colle à base de calcium. Pour y arriver, il faut dissoudre différents minéraux, que ce soit des silices, que ce soit des alumines, que ce soit n'importe quel minéraux, mais qui rentrent dans la composition, de manière à ce que, sous version liquide, on les mette en contact et qu'ils s'associent. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est très sensible, et il ne faut pas non plus avoir des excès d'alcali ou autres qui vont créer des problèmes. Il faut que l'eau puisse ressortir de manière à ne pas créer de micro-fissures. Donc c'est très pointu, très facile à faire, mais très difficile à bien faire. Donc j'ai donc cette roche naturelle et ce liant. Ce liant qui va représenter entre 10 et 20%. Ce liant bicomposant liquide qui va coller ces grains. Voilà, donc je fais un peu l'équivalent d'un grès dans la nature, c'est-à-dire c'est du sable qui est collé avec une colle géologique naturelle. Alors François, explique-nous comment tu es un alchimiste et tu es capable de faire comme la nature le fait, de la pierre, mais toi en accéléré.
Bon, alors alchimiste, j'aime bien le terme, c'est assez négatif aujourd'hui, mais comme je fais les choses par pragmatisme, effectivement c'est un peu de l'alchimie, mais je fais contrôler par des scientifiques en permanence mon travail. Donc je veux bien l'appellation, mais je la fais vérifier par des vrais professionnels. Donc j'ai notamment un docteur en chimie qui a fait sa carrière au CEA, à qui je soumets toujours mon travail. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer que pour faire de la pierre, comme ont pu le faire, je pense, les anciens, on fait de la pâte à pain ou de la pâte à pizza, mais avec de la pierre, avec des minéraux naturels. Donc le liant minéralite, c'est un liant qui part de la dissolution, donc à basse température, de minéraux naturels. Donc on prend différents minéraux naturels comme celui-ci qu'on trouve dans beaucoup de régions de France. Là, ça vient plutôt du centre de la France parce qu'il est naturellement en poudre. Et on va les dissoudre aux alcalis ou à certains acides faibles. Mais les alcalis, donc soude et potasse, qui étaient à l'origine fabriqués avec des plantes comme la salicorne en Égypte. Peu importe le minéral, l'intérêt c'est qu'on va créer comme on fait en cuisine, on va créer la pâte minérale qui correspond à un besoin. Si par exemple je veux travailler l'aluminium en fusion dans une industrie, on va mélanger certains minéraux comme le zirconium, il y a plusieurs mélanges. On va composer une nouvelle pierre grâce à ce liant liquide qui permet, par rapport au ciment ou à d'autres minéraux, qui va coller de l'extrêmement fin. Le fait qu'il soit liquide, le point de départ un peu de tout, c'est si on prend le corps humain, à 37 degrés en milieu aqueux, on fabrique des dents, on fabrique des os, on fabrique des calculs rénaux. Donc il y a moyen en milieu aqueux, en milieu liquide, de fabriquer des pierres extrêmement dures. Parce qu'une dent, elle tient quand même facilement 70 ans dans des conditions correctes. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est plutôt de la famille de la silice et non pas de la famille du calcaire comme avec le ciment, le laitier, etc. Donc tout ce qui agglomère depuis 1000 ans environ, c'est toujours du calcaire qui a été chauffé à feu de bois et qui va donner la chaux. Lorsqu'on met, comme avec les Romains, des argiles alumineuses avec, on va faire la chaux hydraulique qui a permis de faire les cathédrales, qui a permis de faire beaucoup de choses. Et puis en 1815, on fait le ciment Portland qui est devenu un des grands pollueurs de la planète puisqu'on chauffe la même chose, du calcaire et de l'argile, à 1400 degrés pour faire le clinker. Donc c'est une démarche calcination et moi j'ai voulu retrouver des technologies qui datent peut-être de 4000 ans, qui ont permis de faire des mégalithes dans le monde et qui ont tenu 4000 ans et qui résistent à beaucoup de choses, comme les vents de sable pour les pyramides. Et curieusement, le liant minéralite correspond à la composition chimique des verres à boire, donc les Égyptiens ont certainement retrouvé comme d'autres civilisations, puisque s'ils ont su faire le verre à chaud, donc et moi je dis à température de feu de bois et non plus à 1300 degrés, s'ils ont su le faire, ils ont su forcément faire ce fameux liant minéral. Donc quand on associe des minéraux d'une certaine manière avec certaines propriétés, on peut recréer un verre à froid qui lui va être une excellente colle et qui va coller des minéraux pour faire une pierre donnée. Moi avec le liant minéralite, je peux faire des céramiques. Et je peux faire même jusqu'à des réfractaires à 1600 degrés. Mais tu m'as dit qu'en fait, peut-être parce que le verre transparent, pour le coup, tu ne sais pas le faire à froid. Eh bien, je pense qu'on peut le faire, il suffit de purifier. Moi, je prends des minéraux naturels, donc il y a un peu de fer, un peu de tout qui colore. Mais si je prends ce qui surnage, je vais faire un verre transparent. Donc ce que je vais faire ce matin, je vais faire une pierre avec de l'eau de mer. Alors bon, c'est du quartz, mais je l'ai fait avec les sables du désert, ça marche, mais je vais faire à l'eau de mer du Touquet, voilà. Donc ça, j'ai testé
des centaines de mélanges, de trucs. Et maintenant, j'en ai plus 4 ou 5, donc j'arrive au cœur du système qui me fait comprendre un peu ce qui se passe. Il m'aura fallu 15 ans, mais je ne suis peut-être pas rapide. Mais c'est un mécanisme qu'on n'enseigne plus, donc il faut tout inventer. Y compris dans le matériel. Par exemple, j'ai une forme de bras dans mon malaxeur parce qu'à la fin, il va me donner 2 boules quand la mise en forme est bien partie. La particularité du liant, c'est qu'il n'est pas sensible aux agressions chimiques, acides ou bases, et qui résiste à toutes les températures. J'ai fait des tests à moins 150 degrés et j'ai fait des tests à 1500 et plus. Donc que j'utilise de l'eau de mer ou de l'eau du robinet, c'est pareil. Donc ce qui permet, le fait que ça résiste aux agressions chimiques, que ça peut agglomérer des choses très fines. Si on prend le cas d'aujourd'hui qui est pour moi le plus dramatique, c'est de voir l'Arabie Saoudite, qui est 2e ou 3e constructeur au monde, qui construit sur un tas de sable, qui ne peuvent pas utiliser avec le ciment, parce que c'est des grains ronds, à cause des vents de sable, qui va acheter le ciment en Turquie, et l'eau douce et le sable en Australie. Donc les plages sont pillées, maintenant dans le monde ça devient une catastrophe, alors qu'avec le liant minalite, on peut faire avec le sable du désert à l'eau de mer. Voilà. Donc je veux dire, on règle le problème du sable, le problème de l'eau douce et le problème du liant. Donc là, je vais au fur et à mesure mettre le quartz pour créer la pierre, la pâte de pierre. Alors je peux le faire avec un calcaire, je peux le faire avec une ardoise, voilà. C'est que le liant, pour le moment, il sera plus cher que le ciment, beaucoup plus cher, puisque les alcalis coûtent très cher. La soude, elle est vendue dans les 350 € la tonne, la potasse dans les 700. Mais par contre, j'ai vu quelqu'un qui fait du ciment, il l'achète à 280, donc c'est une question de quantité. Donc là, on est dans le début d'une aventure, et hélas, les produits coûtent cher. Bon, donc, on voit qu'on a une pâte à pain, vous voyez, qui est homogène. Donc quand je la presse un peu, c'est juste pour chasser un peu des bulles d'air éventuelles. Et si je la mets en table vibrante, par contre, ça va faire un petit peu de bruit. On va voir que la pâte va se mettre en place, on peut voir, comme de la pâte à modeler. C'est pareil, sauf qu'elle va devenir très dure. Et on peut faire une médaille, on peut faire des choses en pierre très fines. Ça, c'est à l'envers. Donc voilà, je vais démouler ça après. Et je vais faire encore plus fin une médaille. On va arriver à une finesse d'exécution. Le fait qu'il y ait du quartz très fin, broyé, fait qu'on a une précision de dessin qui est exceptionnelle. On peut faire des décors, des gravures qui font 1/10 de millimètre. Donc la pierre est faite. Voilà. Donc on va la laisser durcir, réagir, et suivant la matière que l'on met, on va démouler en 3 heures jusqu'à 12 heures. Ça dépend de la quantité d'eau, ça dépend de la matière qu'on a agglomérée. Et après, il va falloir laisser partir l'eau, c'est ça qui prend du temps. Donc si on veut accélérer, on peut mettre avec une étuve en montant doucement la température. Curieusement, 37 degrés, ça marche bien. Et donc on peut à ce moment-là accélérer le processus, qui fait que comme la dureté finale correspond au moment où il n'y a plus d'eau, on peut donc le faire en une douzaine de jours ou en 10 jours en accélérant le départ de l'eau. Mais il faut le faire très lentement. Au début, on est moins dur qu'un ciment, on est plus fragile, c'est pour ça que l'élastomère est bien adapté. Mais après, ça va durcir. Donc si on laisse à température ambiante, on va durcir en 2 mois ou 3 mois. Tandis que si on accélère un peu en étuve, on peut le faire en quelques jours. Comment tu as eu l'idée
Alors l'idée est venue de pas mal de choses, des travaux de Daniel de Montmolin sur les émaux, des écrits de Bernard Palissy, qui était vraiment un grand scientifique français, qui est mort à la Bastille, hélas, parce qu'il était protestant et qu'on l'a jeté son corps aux chiens. Mais il était le premier, je pense, au Moyen Âge, enfin à la fin, au début de la Renaissance, à comprendre comment se formaient les fossiles, les bois fossiles, les fossiles d'animaux. Et il explique très bien que les sels minéraux qui sont apportés par les pluies vont descendre à travers les roches et arriver à un endroit, ils vont remplacer progressivement le végétal par le minéral à partir du moment où la chimie est bonne et que les échanges d'ions permettent de faire une pierre. Et donc quand on regarde effectivement une tranche de bois fossile, on voit que tous les détails du tronc sont reproduits petit à petit. Donc ça se fait très lentement, mais on fait une pierre extrêmement dure uniquement avec des liquides, avec des sels minéraux qui ont traversé donc les couches géologiques. Et c'est en lisant ce scientifique en vieux français, c'est ça dans le texte, que tu t'es dit pourquoi personne n'avait creusé ce sillon. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on commence à comprendre comment se forment certaines choses, d'autre part, j'ai eu l'occasion de lire un livre de chimie que j'ai pu lire parce que ce n'est pas vraiment mon domaine, qui est du début du siècle, 1900, qui est de Henri Le Chatelier, le grand chimiste français, mais il écrivait en français à l'époque, on peut arriver à lire, c'est pas que des formules, et qui s'était intéressé à la silice, au silicate et aux différentes silices, etc. Et ça m'a apporté de l'eau à mon moulin, si je peux dire, et ça m'a poussé à aller plus loin. Et je pense que cette piste-là ouvre énormément de secteurs, énormément de choses, et que maintenant il faut qu'il y ait un laboratoire attitré autour de cette science et qu'on puisse maintenant en faire un produit d'avenir pour la France, pour l'Europe et pour le monde s'il le faut, parce que dans les problématiques, et il peut répondre à de nombreuses problématiques, comme le problème du sable, le problème de l'eau douce, etc. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que je n'ai rien dit pendant 14 ans à peu près, que j'ai commencé à parler au mois d'août il y a un an, et que ça fait écho autour de moi et que j'ai beaucoup de gens qui se disent tiens, pourquoi pas. Voilà, donc maintenant il faut quand même le faire très sérieusement, scientifiquement. Quand on a obtenu le brevet international, on a eu donc des produits concurrents dans le monde et on n'a rien trouvé qui ressemblait. Donc on en a déduit qu'on était peut-être sur une piste peu fréquentée, mais qui était peut-être une très bonne piste. Voilà. Pourquoi tu t'es tu pendant 15 ans? Parce que j'étais pas scientifique et que je n'aime pas dire une chose que je n'ai pas démontrée, que je n'ai pas prouvée. Je pense que si on veut être crédible, il ne faut pas raconter d'histoire. Et donc, ça a été un combat quotidien, c'était parfois très difficile. Et j'avoue que certaines fois, j'ai failli arrêter. Et que heureusement que j'ai une femme optimiste qui m'a toujours soutenu. Mais ça fait comme toute chose nouvelle où il n'y a pas de modèle, où il faut tout imaginer, la manière de travailler, la manière de curer, enfin ce qu'on appelle curer, c'est-à-dire de faire durcir le produit, la manière de le travailler, la granulométrie de ce qu'on met dedans, etc. Comme il y a tout à trouver, alors bon, moi j'ai un esprit de chercheur et de découvreur, donc ça m'excite plutôt qu'autre chose. Mais d'un autre côté, c'est parfois très ingrat. J'ai eu des échecs longtemps, et puis petit à petit, les choses s'éclaircissent. J'ai testé des dizaines de minéraux naturels, et puis petit à petit, j'ai sélectionné certains. Et puis j'ai eu un peu le déclic il y a un an. Je me suis dit finalement, je fais un verre à froid. Et depuis, j'ai beaucoup progressé parce que j'ai suivi cette logique-là. J'ai trouvé les minéraux qu'il fallait et que maintenant j'arrive un peu au cœur, qu'il y a maintenant plus que 4, 5, 6 composants maximum, avec des
pour Pouillem, parce que c'est très précis. Donc j'arrive au cœur du système, et c'est là que maintenant je dis, je ne vais pas jeter l'éponge, maintenant il faut une équipe, il faut du monde, il faut maintenant qu'on en fasse un produit d'avenir qui évite les problèmes de l'eau, les problèmes de la pollution, du CO2, etc., etc. Surtout qu'on peut utiliser pratiquement tous les minéraux existants, et puis on peut même assembler de la paille ou d'autres matériaux naturels. Donc je me suis rendu compte sur le tard que c'était gigantesque, que le jour où ça va démarrer, ça va ouvrir plein de portes partout, plein de monde va s'y mettre. C'est ce que le chimiste qui s'appelle Claude Musicas, qui me donne un coup de main, qui est un ancien du CEA, me dit, le jour où les gens vont comprendre, tout le monde va s'y jeter. Alors, est-ce que tu peux nous parler des différentes applications? Une fois que tu es capable effectivement d'assembler de la poudre, qu'est-ce que tu fais? Quelle poudre tu mets et pour quel type de pierre et quelle utilisation? Bon, alors c'est très difficile parce que c'est exponentiel. C'est exactement comme de faire de la cuisine. On peut faire des frites ou on peut faire des gâteaux élaborés en passant. Bon, donc c'est difficile. Mais moi, ce que je peux dire simplement, c'est les secteurs où j'ai commencé à ouvrir des portes. J'ai travaillé d'ailleurs avec mes fils à une époque beaucoup pour les cristalliers, pour faire des outillages pour le cristal. Et on a fait des tests extraordinaires, jusqu'à même enfermer un diamant dans une pierre qu'on met dans un bloc de cristal en fusion. Enfin, on a fait des trucs assez extraordinaires. Et c'est dommage que ce soit arrêté. On a travaillé pas mal pour les produits bâtiments, bien sûr, mais après, on a pris plutôt des niches. Donc, on a mis au point des pâtes minérales pour travailler l'aluminium en fusion pour l'automobile. Là, j'ai un programme en cours avec Space Aerolia, une filiale d'Airbus, pour raidir les composites au moment où on les passe à 400 degrés. On a mis au point des produits avec du chanvre, des produits avec différents isolants. J'ai un gros programme qui doit se faire pour refaire les ardoises avec les déchets d'ardoise. Bon, voilà une ardoise moulée avec minéralite. Donc c'est de la poudre d'ardoise de déchets qui est récupérée et qui devient une ardoise. J'ai cédé une licence à une équipe de polytechniciens pour inerter les déchets ménagers et les déchets de seconde œuvre. J'ai mis au point un activant de laitier de Haut-Fourneau dont j'ai cédé une licence au leader européen des laitiers. J'ai travaillé pour Rockwool, par exemple, pour les laines de roche, parce qu'ils étaient bloqués, il y avait du sucre dans leur mélange. J'ai travaillé pour les tailleurs de pierre, j'ai travaillé pour les réfractaires, j'ai fait beaucoup de produits réfractaires à haute température. J'ai travaillé sur des rochers marins pour reprendre la végétation et les animaux dans des rochers artificiels. J'ai travaillé sur l'argile, sur les protections des bâtiments terre crue, sur le sable du désert à l'eau de mer, sur un tas de produits finalement, sur des roches qui s'appellent la phonolite pour faire des enceintes acoustiques. J'ai travaillé sur des céramiques de sable émaillées pour le sanitaire. J'ai travaillé pour des tas de secteurs, quoi. Je veux dire, j'ai au moins travaillé pour une trentaine de secteurs dès maintenant, avec des résultats pratiquement à chaque fois, quoi. Je pense j'ai échoué une seule fois, c'est dans les protections de coques d'hélicoptères pour les combats, pour les tirs de balles. Bon, voilà. Là, j'étais pas assez dur. Voilà. Mais c'est pour dire que les sujets sont extrêmement vastes et que les gens qui me rejoindront, je pense qu'il faut qu'ils soient curieux de nature, qu'ils aient envie de découvrir, qu'ils aient envie d'avancer. Et voilà. Et puis il faudrait maintenant qu'il y ait des marchés qui s'ouvrent vraiment et qui financent parce que ça devient très lourd. Toi, idéalement, c'est quoi le secteur qui te plaît le plus?
Et que tu aimerais développer? Alors forcément, le secteur artistique. Ça, de refaire des objets d'art, c'est une chose qui me passionne, et ça, je referai volontiers. Puis avec l'âge, peut-être sera plus petit et moins plus facile à transporter. Mais quand même, l'histoire des déserts, du sable du désert me travaille parce que les déserts sont de plus en plus importants sur Terre. Et donc, j'aimerais bien qu'on trouve une solution pour ces déserts. Et au niveau moral, j'aimerais que les ONG prennent le liant minalite avec de l'argile et qui permettent aux gens qui sont dans des camps de réfugiés de construire leur maison non plus en toile mais en terre et que les ONG leur fournissent la couche de finition qui les protège de la pluie. Et ça, je suis prêt à donner tout à ces gens-là. Parce que le problème des réfugiés dans le monde est quand même un problème important. C'est ce que tu disais pour le calcaire des pierres, c'est que de toute façon, quand on extrait des blocs de pierre... Ben, on a plein de déchets de poudre, oui. Et en plus, ils ne savent pas quoi en faire, il faut les inerter, les mettre dans l'eau pour pas que ça vole, pour pas que les gens à côté de la carrière soient recouverts de poussière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme déchets naturellement en poudre? C'est la seule chose. Le plus important que je veux régler, c'est l'ardoise. Quand on sait que pour extraire une ardoise, il y a 90% de pertes, on a dans les villes comme Angers, on a des montagnes de milliards de tonnes d'ardoise. Donc si on peut en faire quelque chose, bravo. Mais ça, c'est des gros morceaux, c'est pas de la poudre. Ah, c'est des morceaux, c'est pas très gros, hein, il y a un peu de tout. Moi, j'ai visité les carrières d'Angers il y a une vingtaine d'années, ou 30 ans même. C'est des trous dans le sol gigantesques. On pourrait mettre une cathédrale dedans. Depuis le Moyen-Âge, on creuse. Puis au-dessus, il y a des montagnes. J'ai vu des carrières d'Espagne où il y a une véritable montagne de déchets d'ardoise. Alors, pour revenir à la bonne idée que tu as eue, tu as essayé. Quel est le jour où tu as poussé le cri Eureka? Ça serait la belle histoire, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'en réalité, ce sont des petites victoires successives. Voilà. C'est-à-dire que, bon, je pouvais agglomérer, mais après, on commence à analyser les résultats de tenue, etc. Et là, on trouve toutes les difficultés. On dit, oui, bon, celui-là... puis j'ai fait cet échantillon, j'ai fait celui-là avant. Là, je suis 2 fois plus dur. Qu'est-ce que j'ai changé? Mais il y a 3 fois rien. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est parfois des réponses qui interviennent longtemps après. Et donc, il n'y a pas vraiment un jour Eureka, sauf quand j'ai compris que je m'apparentais à un ver, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai fait des milliers d'expériences, les unes après les autres, et comme après je recopie mes formules, je vérifie, etc., petit à petit, on arrive à dégager l'apparence de quelque chose de logique et qui fonctionne. Et ça prend énormément de temps et c'est vraiment un travail de paillasse. Et je trouve malheureux que souvent dans la science, maintenant, les gens ne font plus de la théorie sur ordinateur au lieu d'être confrontés au produit lui-même. Parce que quand on a le produit entre les mains, on est amené à voir des choses que l'on ne voit pas automatiquement par des études systématiques. Voilà. Donc je suis également un manuel et je suis fier de l'être. Voilà. Quand on imagine par exemple que il y a plus de 600 ans, des verriers ont eu l'idée de mettre du plomb pour faire le verre le plus transparent possible, comme on fait avec le cristal, jusqu'à 40%, donc c'est quand même énorme. Donc alors c'est venu comment? Je pense que c'est venu peut-être par une erreur, un peu de plomb qui est tombé dans le bain au mauvais moment, et ils ont dit, tiens, Eureka, qu'est-ce que ça donne? Donc il y avait une question de pragmatisme, de découverte, et c'est souvent des erreurs, et moi je vois dans ce que j'ai fait, c'est souvent d'erreurs que j'ai fait que j'ai découvert des choses. On se croit des géniaux inventeurs, mais en fin de compte, quand on voit ce que fait la nature, on n'est rien du tout. Donc je pense que ce que je fais, les anciens ont pu le faire. Pour moi, c'est très important. Parce que si vraiment je suis dans la lignée de ces anciens, je vais faire un bâtiment, par exemple, qui aura une garantie de 4000 ans, quand un bâtiment en béton aujourd'hui, il a 150 ans, 200 ans maxi de dureté prévue. Donc on n'est plus dans la même tranche de produits,
Et comme on parle du durable aujourd'hui, je pense que c'est important. Je pense que le système dans notre société de jeunes qui veulent se construire leur maison, qui font ça avec des parpaings, des enduits extérieurs, etc., ils font des emprunts pour 20 ans. L'enduit extérieur, il est fait pour 10 ans. Le bâtiment pour 10 ans, puisque c'est la durée des garanties. Donc au bout de 10 ans, ils n'ont pas fini de rembourser l'emprunt, mais déjà, il faut refaire l'enduit extérieur qui vieillit mal. Déjà, il faut tout... Voilà, donc je veux dire, c'est aberrant. Donc autant faire moins, mais mieux et durable. Et en plus, essayer de ne pas faire de déchets. C'est pour ça que dans mon liant, il y a des impuretés, puisque ce sont des minéraux naturels, et je les intègre. Je ne veux pas les enlever pour créer un déchet, alors que je veux éviter ce problème-là. Donc je suis moins pur, mais bon, on a une manie de la pureté maintenant, c'est comme avec les microbes, je veux dire, ça devient ridicule. Les impuretés, si je fais un silicate alcalin naturel avec ma roche, je suis meilleur qu'un silicate industriel fait à 1300 degrés et passé en autoclave à 500 degrés que l'on fait actuellement. Sauf qu'il a des impuretés, alors il faut savoir si dans certains domaines c'est pas possible. Donc tu préconises qu'il y ait des impuretés, en fait, la vie n'est pas parfaite. Je pense que toute pierre est un mélange de chimie. Donc chaque pierre a ses particularités parce que sa composition est différente. Donc des petits pouillèmes de calcium, de magnésium, d'aluminium, de fer, apportent aux pierres leurs propriétés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans le processus, on va recréer une pierre qui n'existe pas. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est pas qu'une colle. Si on agglomère une argile, par exemple, pour faire une argile qui tient à l'eau, eh ben, dans l'argile, il y a des composants qui vont s'intégrer dans le schéma chimique. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est extrêmement intéressant, c'est difficile, mais c'est passionnant, quoi. Comment tu expliques que ces secrets, en fait, qui datent donc des pyramides, est disparu, n'a pas réussi à être transmis de génération en génération? Alors, il n'y a pas que les pyramides, hein. Au Pérou, partout, on trouve le même mécanisme qui est reproduit. Mais je suis persuadé que, vu la difficulté de faire parfaitement, c'était des dynasties d'artisans ou des prêtres qui avaient les secrets de fabrication, qui veillaient aux équilibres. Et que quand il y avait des guerres, souvent ils disparaissaient et le secret tombait. C'est ainsi qu'en Égypte, par exemple, à l'Ancien Empire, on a fait les blocs les plus gros, les mieux ajustés, et que c'est sous Akhenaton qu'on a retrouvé la pierre agglomérée. Entre-temps, on a taillé la pierre. Donc, dans tous les pays, on voit que c'est par période, et c'est une question d'homme, finalement. Quand les gens étaient compétents, avaient le secret et pouvaient le transmettre, et ben on se développait jusqu'au jour où il y avait une guerre, une épidémie, quelque chose, les gens disparaissaient, le secret partait, puis parfois 1000 ans, 2000 ans après, on revenait dessus. Donc j'ai un ami géologue qui a analysé le plateau de Saqqara, les échantillons que j'avais rapportés, il m'a donné la composition, et je me suis rendu compte qu'avec un peu de chimie, le natron par exemple, on pouvait faire une pierre instantanément et que tout était dedans. Donc évidemment la pierre tenait pas à l'eau, elle était fragile, mais la piste était la bonne. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé avec la soude, la potasse, j'ai essayé de dissoudre des minéraux, notamment certaines formes de silice, des alumines, etc. Le fait de te dire que de manière très concrète, tu sais que tu as retrouvé cette fabrication et ce secret de fabrication qui avait disparu, il y a quand même quelque chose qui doit vibrer en toi là. Oui, bien sûr, mais c'est surtout, je pense que maintenant il y a beaucoup de travail à faire pour le démontrer. C'est-à-dire si par exemple on dit je sais faire la pierre de la pyramide, ben, il faut aller sur place, prendre ce qu'il y a sur place et refaire. Si je dis le Machu Picchu il est fait de telle manière, je dois aller sur place, trouver les minéraux, tout doit rester à portée de main. À l'époque il n'y avait pas la roue, et voilà, faut pas partir du principe, quand on voit les colosses de même nom, par exemple en Égypte, qui font un immeuble de 7 étages, qui sont en diorite, et que la carrière de diorite la plus proche est à 200 ou 300 km des colosses. Et il ne faut pas partir du principe qu'on ramène des blocs de taille gigantesque
de diorite de 200-300 km quand il n'y a pas la roue et tout. Donc il faut quand même maintenant démontrer, et j'espère que j'aurai l'occasion de voyager, de démontrer, de faire, pour que ça serve, pas uniquement pour dire j'ai la solution, etc. J'ai même apporté à la direction des antiquités égyptiennes au Louvre, après 6 mois de démarche pour avoir un rendez-vous, un échantillon de faïence bleue égyptienne que j'avais fabriqué, en lui demandant de comparer avec ce qu'ils ont dans leur tiroir, ils en ont des milliers d'exemples, avec leur laboratoire extrêmement bien organisé, de comparer, de me dire si j'étais dans la même composition chimique. Et la personne en question, je ne nommerai pas, m'a pris de haut en me disant « Vous croyez quand même pas que nous, on est payés pour étudier des produits actuels? Nous sommes consacrés à l'Antiquité. » Alors que je lui apporte le produit, elle a le produit d'origine et elle a les laboratoires pour comparer sur quelques grains de sable, de voir si j'ai la même compo. Et je suis sûr que j'ai la même composition. Et voilà. C'est souvent les problématiques en France, c'est que les gens sont diplômés, sont en poste et tout ce qui les sort un petit peu de leur train-train quotidien, c'est un danger et on l'écarte. Si on va au Louvre et qu'on achète des copies de petits objets égyptiens ou autres, c'est tout fait en plastique. Enfin, c'est moulé dans du plastique et puis c'est peint au-dessus, et puis on donne une idée. Donc j'ai été les voir, ils m'ont dit c'est très beau, voilà, mais les gens ils préfèrent pas payer cher, et il vaut mieux mettre une matière injectée et puis ça y est. Ah, c'est ça qu'ils t'ont répondu? Absolument. Il faut fabriquer le liant, bon, sachant que beaucoup des minéraux que j'utilise n'ont aucune valeur et ne sont même pas, il n'y a même pas de carrière d'ouverte, donc il faut en ouvrir, donc ça prend du temps. Et à partir du moment où le liant est fait, il faut après l'utiliser dans les règles de l'art, si je peux dire. Et donc là, il va y avoir un problème de formation des artisans qui vont peut-être se faire licencier d'ailleurs, de manière à développer dans leur activité le produit. Donc je pense que ce que je voudrais, si j'arrive à développer, c'est que ça reste des petites unités à différents endroits, mais pas des grosses structures générales et tout. Je pense qu'il faut s'adapter à chaque pays, aux besoins, aux possibilités du pays, etc. Et donc j'aimerais bien que ce soit un modèle industriel de petites unités adaptées et qui ne gaspillent pas, et qu'on fasse local de préférence, un peu comme on fait avec la nourriture maintenant. Je suis d'accord pour partager, mais dans l'intérêt général, mais pas divulguer non plus au premier venu, parce qu'évidemment maintenant tout le monde veut savoir, tout le monde veut refaire, tout le monde veut le truc, voilà. Mais alors qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir réussi à retrouver ce secret de fabrication? Il doit y avoir une fierté immense en toi. Non, ça me donne au contraire des devoirs. C'est-à-dire que je n'ai pas le devoir de le garder pour moi. Bon, moi j'ai plus de 70 ans, donc je ne me bats pas pour m'enrichir et être milliardaire. Mais par contre, j'ai un devoir de transmettre. J'ai un devoir de favoriser cette technologie qui est bonne pour l'humanité. Et donc je voudrais trouver les partenaires et développer ça en équipe. Je veux dire, je pense que le sujet est vraiment intéressant et voilà, j'ai le devoir de transmettre. Donc j'ai encore du travail, je ne suis pas encore à la retraite.